Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Han. Dans cette vidéo, nous allons commencer la correction du concours TS 2016 à l'épreuve de physique. Ok. Et je vais principalement discuter l'exercice numéro 1, donc l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, je vous conseille de rester toujours connecté. Je ferai une autre vidéo où je vais discuter l'exercice 3 et puis l'exercice 4. Ok. Donc, sans plus tarder, essayons de commencer par voir l'exercice. Donc, ici, en fait, l'exercice 1, on se propose d'étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. OK? Et ces deux particules sont la lithium 6 plus et lithium 7 plus. OK? Ce qu'il faut constater déjà, à partir d'ici, vous pouvez déjà connaître la charge des particules. Donc, les particules sont chargées positivement et la charge totale, en fait, c'est égal à la charge élémentaire. Donc, vous avez Q égale à E, simplement. Et E est donné ici. E, c'est la valeur, c'est 1,6 puissance moins 19 coulomb. OK. Donc, c'est comme ça, quand on vous donne des ions comme ça, c'est comme ça que vous lisez la charge de ces ions. Et on nous a dit, on a donné la masse de ces deux particules-là. Donc, on a M1 et M2. OK. M1 pour lithium 6, M2 pour lithium 7. Maintenant, les ions pénètrent en eau, donc les ions pénètrent par ce point ici, là, dans une chambre d'accélération. On a ici où on a en fait un champ uniforme E. Donc, je vais représenter E comme ça. Bon, je vais vous dire pourquoi le champ c'est comme ça. Euh, Simplement, hein, parce que les ions sont positifs. Et quand vous avez des ions positifs, les ions suivent toujours, toujours dans la même direction que le champ électrique. Parce que si vous écrivez la force électrique, ça fait quoi? Ça fait la charge multipliée par E. Donc, ça veut dire que la force électrique, puisque la charge est positive, la force électrique et le champ ont le même sens. Et les ions se déplacent de haut vers haut prime, donc la force est dirigée vers, donc la force électrique aussi, Fe aussi est dans cette direction-là. Ok. Donc, la force électrique et le champ électrique ont le même sens. Donc voilà, donc les ions pénètrent en eau dans le champ E où existent deux plaques verticales P1 pour être accélérées jusqu'en eau près. Les plaques P1 et P2, distance de 10 cm, sont soumises à une tension. Donc on vous donne la tension et vous connaissez en fait la distance, donc vous pouvez même déterminer le champ, la norme du champ électrique. Vous divisez simplement la tension par la distance. On dit quelle est la nature du mouvement des ions Li entre les plaques P1 et P2. En fait, techniquement, le problème a déjà dit. Hein. On nous a dit que cette chambre-là, quelle est la chambre? C'est une chambre d'accélération, donc ça accélère en fait. Mais on peut toujours répondre à ça. Ok, nature. On va voir la nature du mouvement des ions. Ok. Entre P1 et P2. Donc, c'est quoi la nature ici? On va voir le vecteur accélération. On va voir si l'accélération est constante. Ou si c'est zéro. Et à partir de là, on va conclure, en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez, en fait? On a Fe. Si on utilise, si nous utilisons la loi de Newton, donc vous avez Fe, la somme des forces plus le poids des particules. OK. La masse multipliée par l'accélération. En général, c'est connu que le poids est très petit. Hein. La norme du poids est souvent très petit devant la norme de la force électrique. OK. Donc, je vais mettre force électrique ici. Donc, ce qui revient en fait, que vous avez la force électrique, ça nous donne masse multiplié par accélération. Ce qui fait que accélération, ça fait la force électrique. Et c'est quoi la force électrique? Je vous avais donné la formule ici. Ça fait Q qui est égal à E ici, multiplié par le champ électrique, divisé par la masse. Donc voilà le vecteur accélération. Et ceci, c'est différent du vecteur nul, c'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce que E est différent de 0, le champ électrique E aussi est une constante différente de 0, M est différente de 0. Donc nous, on voit maintenant qu'on a une accélération constante qui est différente de 0. Ceci voudra dire que le mouvement entre P1 et P2, entre P1
et P2. On a quoi? On a mouvement uniformément varié. Ok. Uniformément varié. Qui veut simplement dire, en fait, c'est un mouvement accéléré. Donc voilà un peu la nature du mouvement entre quand vous êtes entre P1 et P2. Donc la première question A, ça c'est A, 1A. On a un mouvement, le mouvement ici est uniformément varié. Ok. Donc ça c'est la première question. La deuxième question maintenant, B, on dit les ions 6, lithium 6 et lithium 7 sortent en O' du champ avec des vitesses V1 et V2. Leur vitesse en eau est négligeable. Établis la relation. Voilà. Donc, nous allons voir, essayons de voir maintenant. Donc, on est, ça c'est la question au niveau B. Okay. Donc, ce qu'on dit, c'est que ici, les ions sortent ici avec des vitesses V1 et V2. Okay. Mais on dit aussi que la vitesse en eau est négligeable. Donc, ici, c'est que la vitesse est complètement zéro. Et ce qu'on veut établir, on veut établir que, établir que V1 divisé par V2 égale à la racine carrée de M2 divisé par M. Maintenant, comment on va faire ça? C'est simple. Hein? Quand vous êtes ici, quand on est en O', c'est que forcément, les deux ions ont la même énergie cinétique. Ok. Dans la façon de voir ça, c'est que si vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique, ok, dans le théorème de l'énergie cinétique, j'appelle ça TEC. Alors, vous aurez quoi? On aura un demi de M1 V1 au carré. Ça nous donne quoi? Ça donne le travail des forces électriques ici. Donc, qui n'est rien d'autre que E multiplié par U, en fait. La tension entre les deux, la tension entre P1 et P2. OK. Et la même chose, si vous avez un demi de M2 V2 au carré, égale à E fois U. En fait, je ne fais pas moins, puisque la vitesse initiale est 0, on peut oublier ça, puisque quand vous faites moins, l'énergie cinétique initiale c'est 0, donc vous oubliez ça. Ceci voudra dire que quoi? Que vous avez un demi de M1 V1 au carré égale à un demi de M2 V2 au carré. Okay. Et de là, vous avez la relation, hein, simplement. On laisse là un demi, donc ceci voudra dire que quoi? Vous divisez à M2 par M1, donc M2 divisé par M1 égale à quoi? Égale à V1 au carré divisé par V2 au carré. Ok. Donc, on va prendre racine carrée. Donc, on a racine carrée maintenant de M2 divisé par M1 égale à racine carrée de tout ceci qui n'est rien d'autre que V1 divisé par V2. Et c'est ce qu'on nous demande de montrer. Donc, j'espère que ceci est clair. C'est juste l'application du théorème de l'énergie cinétique. Ou bien, vous pouvez faire l'argument, vous pouvez utiliser l'argument que ici, en O', puisque la vitesse ici est 0, en O', forcément, les deux ions, puisque les deux ions ont la même charge et sont soumis à la même force. Donc, ici, forcément, les deux ions ont la même énergie cinétique. Donc, voilà, ça c'est la question B, cette partie B. Ok. Je pense que je vais changer la couleur rouge là. J'ai l'impression que ce n'est pas trop, c'est pas très intéressant. Donc je change la couleur. La question 2 maintenant. Okay. 2, on dit à leur sortie en O', les ions pénètrent dans une région où règne un champ magnétique uniforme B, normal au plan du schéma. Ok. Donc on est ici où vous avez un champ magnétique B qui est normal. On dit que c'est normal au plan du schéma. Donc, soit c'est sortant, soit c'est rentrant. OK. Donc, on a un champ magnétique B. On dit préciser en le justifiant le sens du champ magnétique B. Donc, nous allons voir dans la région B, la région où règne le champ magnétique B. Essayons d'analyser un peu cette région-là. Donc, on va voir, on est dans cette région ici. On est ici.
On est dans cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est quelque part ici. Donc, je vais faire une portion du schéma ici. Je ne suis pas très bon dessinateur. Okay. Et ce qu'on sait, c'est que les particules sont tournées comme ça, d'après le schéma qu'on nous a représenté. Je suppose que c'est l'entrée au prime ici. Okay. Ce que ceci voudra dire quoi? Ceci voudra dire simplement que la force qui s'applique sur les particules, la force magnétique en fait, la force est en haut. Ça se dirige vers le bas comme ça. Dans la force de Lorentz, rappelez-vous qu'en fait, quand vous avez des particules dans un champ magnétique, vous avez la force magnétique mais la force de Lorentz, qui n'est rien d'autre que, dans notre cas ici, ça va faire EV, le produit vectoriel de ça avec B. OK. Donc, cette force-là doit forcément se diriger vers le bas pour que vos particules soient déflectées comme ça, soient déviées vers le bas comme ça. Donc, de la trajectoire des particules, je déduis que la force Fm est vers le bas. Maintenant, comment on va trouver le sens de E? On va utiliser la règle de la main de la règle de la main droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai Fm qui est comme ça. Okay. Il faut maintenant voir le sens de E et V. V, ça se dirige comme ça. Les vitesses à la sortie, c'est comme ça. Donc, quand vous multipliez par E, E est positif, donc vous avez EV, c'est comme ça. Donc, avec ceci, vous appliquez, vous utilisez votre main droite, vous allez constater en fait que le champ B doit être rentrant. Doit être plutôt sortant. Ça doit sortir. Et je vous rappelle la convention. Quand c'est sortant, c'est comme ça. Quand c'est rentrant, on utilise comme ça. Donc ici, on a sortant. Ici, on a rentrant. Okay. Donc, comment justifier votre choix? Il suffit seulement d'expliquer que vous avez la force magnétique est vers le bas. Okay. EV, ça se dirige comme ça, en utilisant la règle de la main droite, forcément. Le champ B est sortant. Donc voilà la direction du champ B. Donc on va représenter le champ B ici. C'est un champ qui est comme ça, qui est sortant. Simplement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Donc, de là maintenant, après ça, on dit de montrer que le mouvement d'un ion s'effectue dans le plan du schéma. Okay. Ça aussi, c'est une question classique hein, qu'on pose sur ce genre de problème. Quand vous avez particules dans le champ magnétique, on vous démontrer que le mouvement est plan. Donc, au lieu de dire que le mouvement s'effectue dans le plan du schéma, on va dire que le mouvement est plan. Donc, mouvement, ce qu'on veut montrer ici, on veut montrer que le mouvement est plan en fait, où le mouvement s'effectue dans le plan du schéma. Et en général, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. On va écrire Fm ici. Fm qui est la force qui entraîne en fait votre mouvement. On sait que B, le champ B est sortant. Nous l'avons déterminé. Okay. Donc B est sortant. Et la vitesse ici est dans le plan du schéma. La force aussi se retrouve dans le plan du schéma. Techniquement, avec ça suffit déjà, hein, puisque c'est la force qui entraîne le mouvement, la force est dans le plan, il n'y a pas une force, il n'y a pas une composante de la force qui est en dehors du plan. Donc, puisque la force est dans le plan, donc Fm est dans le plan. Donc, techniquement, le mouvement aussi est plan. Le mouvement est plan. Ce que je veux dire par mouvement plan, ça veut dire que le mouvement se déroule dans le plan. Maintenant, je sais qu'en général, on voudra que vous raisonnez un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut dire? Un mouvement, on a l'accélération. L'accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est Fm, la force magnétique divisée par la masse. OK. Je viens de montrer que on vient d'argumenter que Fm est dans le plan. Donc, l'accélération aussi est dans le plan. OK. Donc, A dans le plan.
On va voir la vitesse, puisque les mouvements, en fait, pour déterminer l'équation horaire d'un mouvement, vous regardez quoi? On regarde l'accélération, on regarde la vitesse initiale, et puis de là, maintenant, on peut écrire l'équation générale du mouvement. Donc, nous allons voir la vitesse aussi. La vitesse V, on voit que V aussi est dans le plan. Donc, ça suffit, hein. Vous avez tout maintenant. On voit que l'accélération est dans le plan, V est dans le plan, la force qui entraîne le mouvement est dans le plan, donc forcément le mouvement est plan. Donc, et même, moi, je pense quand même que déjà à partir de la force, vous avez déjà pratiquement tout est donné, hein. Parce que s'il y avait aucune force, en fait, euh, s'il y avait une force en dehors du plan, vous aurez un mouvement forcément. Parce que cette force-là, ça va entraîner les particules à développer un certain mouvement en dehors du plan. Maintenant, c'est pour être un peu plus complet, vous parlez d'accélération, vous parlez de la vitesse, qui en fait définit le mouvement à l'origine, mais aussi dans le temps. Avec ça, vous montrez que l'accélération est toujours plan. V aussi est dans le plan, donc ça suffit en fait pour dire que le mouvement est plan. Donc voilà, ça c'est montrer que le mouvement est plan. Après, maintenant, on dit c'est montrer que la valeur de la vitesse est constante. Ok. Là, on veut montrer que la valeur de la vitesse est constante. Comment nous allons montrer ça? Nous allons montrer que la valeur de la vitesse est constante. Pour montrer ceci, donc, montrons que la valeur de la vitesse est constante. Et aussi D, montrer que la trajectoire est circulaire, exprimer le rayon. Donc, C, montrons que V est constant. C'est 1. Okay. De là, maintenant, l'accélération nous donne quoi? On a d'abord le vecteur accélération, ça nous donne EV B divisé par M. Et la norme de l'accélération, ça donne EV B divisé par M. OK. Maintenant, de cette relation-là, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette relation? Vous avez l'accélération qui vous donne quoi? Qui vous donne le produit vectoriel de la vitesse et de B. Ceci voudra dire que l'accélération est orthogonale à V. Puisque rappelez-vous de ce que c'est que produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est ce vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs là simultanément. Donc, l'accélération est aussi bien orthogonale à V que l'accélération est aussi orthogonale à B. Maintenant, si l'accélération est orthogonale à V, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse en fait. On va voir ce que ça nous donne. Rappelez-vous que l'accélération, si vous êtes dans la base de Freenet, quand on est dans la base de Freenet en fait, l'accélération, vous l'écrivez en général, ça nous donne une composante normale, ok, fois le vecteur normal plus une composante tangentielle, fois le vecteur tangentiel, ok. Maintenant, cette composante normale, c'est quoi? C'est la composante qui est toujours orthogonale, en fait, à la tangente de votre trajectoire. La tangente, en fait, ça donne la direction de la vitesse. Maintenant, ce qu'on vient de voir maintenant, on vient de montrer que toute l'accélération, en fait, est orthogonale, en fait, à la vitesse. OK? Ceci voudra dire que simplement que l'accélération, notre accélération ici, est la même chose que l'accélération normale. Donc, l'accélération est complètement confondue à l'accélération normale. Et ceci voudra dire que cette composante-là de l'accélération tangentielle est 0. Donc, on a A tangentiel, en fait, qui donne 0. Et c'est quoi la définition de A tangentiel? Rappelez-vous que A tangentiel, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. OK? Et c'est ça qui nous donne 0. Et puisque ça nous donne 0, ça veut dire que la vitesse est une constante. OK, c'est ce qu'on veut montrer, en fait. Donc, je reprends mon argument. Mon argument, c'est simple, hein. On écrit le vecteur accélération sous cette forme-là. OK? Ceci, c'est égal à la force qui est ici, divisé par la masse. Et de là, maintenant, vous allez, l'argument, c'est que, puisque le vecteur accélération est le produit vectoriel de V et de B, c'est que le vecteur accélération est orthogonal à la vitesse et en même temps au champ magnétique B. Et maintenant, rappelez-vous que quand vous avez un mouvement curviligne, et vous écrivez, vous allez dans la,
Donc, quand vous avez un mouvement curviligne et puis vous écrivez l'accélération dans la base de Freenet, vous avez une composante normale et vous avez une composante tangentielle. Donc ici, on voit clairement que l'accélération, le vecteur accélération est confondu totalement avec la composante normale. Ceci voudrait dire que la composante tangentielle donne 0. Et puisque la composante tangentielle est 0, ça veut dire simplement que la dérivée par rapport au temps de la vitesse là, ça donne 0. Et si ceci donne 0, ça veut dire que la vitesse est une constante. Donc ça, c'est comment il faut montrer ça. Et aussi, c'est une procédure standard dans ce genre de problème. Okay. Vous raisonnez comme ça, vous prenez toujours le vecteur, et vous arrivez ici, et puis de là maintenant, vous argumentez que l'accélération est totalement égale à l'accélération normale, et de là, vous déduisez que l'accélération tangentielle donne en fait 0, la composante tangentielle donne 0, et la composante tangentielle, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de la vitesse qui donne 0, donc la vitesse est une constante. Donc voilà, voilà comment montrer ceci. La question qui suit maintenant. Dans la question qui suit, on dit de montrer que la trajectoire est circulaire et exprimer son rayon. Comment montrer que la trajectoire est circulaire? Ce que nous allons montrer, nous allons déterminer le rayon de courbure du mouvement et nous allons montrer en fait que ce rayon de courbure là est constante. Ok. Donc on va écrire le rayon de courbure et on va montrer que le rayon de courbure est constant. Donc ceci suffit pour dire que la trajectoire est circulaire. Donc comment nous allons faire ça? Rappelez-vous, on vient de montrer en fait que A, bon, je l'avais écrit déjà, on a vu que A égale à AN. Okay. Et c'est égal à quoi? C'est égal à EV B divisé par M. Divisé par la masse. Bien sûr, quand vous avez le lion 6, ce serait M1, lion 7, ce serait M2. Mais vous faites ça de façon générale. Maintenant, c'est quoi la norme? Ça veut dire que AN, en fait, on avait déjà fait ça, ça fait EVB divisé par N. Et c'est la même chose que la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Rappelez-vous la définition de l'accélération normale. On élève la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Donc si c'est quoi le rayon de courbure ici? Donc on a EB fois R. Ça nous donne quoi? Ça fait la vitesse multipliée par la masse. Ça veut dire que le rayon de courbure, en fait, ça fait la masse fois la vitesse divisé par EB. Donc voici l'expression du rayon de courbure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater? La masse est une constante. La vitesse est une constante pour chaque ion, en fait. Masse constante, vitesse constante, la charge constante, le champ magnétique constant. Donc ceci, en fait, c'est une constante. Okay. Et puis si c'est une constante, ça suffit. Hein. Quand vous avez un mouvement curviligne, qui a ici, savait que ce mouvement à chaque instant, le rayon de courbure est constant par rapport à un centre donné. Forcément, le mouvement, c'est un mouvement circulaire. Il n'y a que le mouvement circulaire. Vous avez seulement une trajectoire circulaire. Sinon, vous n'aurez jamais un rayon de courbure qui est constant comme ça, avec le mouvement curviligne. Donc voilà, donc le mouvement circulaire. Donc voilà ce qu'on a. J'espère que ceci est clair. Hein. Comment montrer que le mouvement est circulaire? Vous tirez seulement le rayon de courbure et vous argumentez que le rayon de courbure, en fait, que ce rayon est un rayon est constant, que le rayon de courbure est constant. Okay. Ben la question qui suit, ce qui suit maintenant. On dit, après le déviation, les ions arrivent en F1 et F2. Donc voilà, on est ici. Donc après que les ions soient déviés, on peut repartir encore en arrière. Voilà. Donc après que les ions soient déviés, okay, après que les ions soient déviés, donc les ions arrivent ici, F1, F2. Donc l'ion 6 arrive ici, l'ion 7 arrive ici. Okay. Une question aussi classique qu'on peut vous demander en général, on peut vous demander c'est laquelle des ions arrive ici, laquelle des ions arrive là. Il suffit seulement de comparer la masse et on va voir qu'en réalité, en général, l'ion qui a la plus grande masse
aura le plus grand rayon. Puisque, regardez un peu, bon, à vitesse constante, hein, à la même vitesse, puisqu'on a même charge, même champ magnétique, on a la masse ici. Donc, celle qui a la plus grande masse, en général, aura le plus grand rayon, si les vitesses sont pratiquement les mêmes. Mais parfois, il faut faire des analyses, vous devez faire des analyses un peu avancées pour pouvoir décider. Mais en général, c'est ça. Donc, voilà ce que nous avons. On a un des ions arrive ici. Donc, on a F1, F2. Et la question maintenant, c'est de déterminer. On veut déterminer, en fait, ce qu'on veut faire, on veut déterminer la distance F1, F2. Okay. Donc, nous allons déterminer F1 et F2. Exprimer la distance, expression de la distance en 3. Distance F1, F2. Donc, on va voir cette distance-là, F1, F2. C'est quoi F1, F2? F1, F2, c'est seulement, ça fait la différence entre les deux diamètres. Hein. Donc, je vais dire D2, diamètre 2 moins diamètre 1. Qui n'est rien d'autre que 2 fois le rayon 2 moins, moins 2 fois le rayon 1. Okay. Donc, ceci, comment on fait ça? On a déjà les expressions. Hein. On a l'expression du rayon. On sait ce que ça nous donne. Donc, ici, ça nous donne quoi? Donc, F1, F2, ça fait 2 divisé par E, B. Okay. Maintenant, facteur de... On a M1, V1. Non, M2 plutôt, V2. Non, M1, V1. Maintenant, on veut qu'on exprime ça en fonction de quoi? De B, M1, U1 et E. Donc, on va essayer, on ira maintenant voir ces expressions-là. C'est quoi M1, M2, V2 et M1, V1? On va repartir en arrière. Donc, on va repartir ici. Nous allons, si vous vous rappelez du théorème de l'énergie cinétique qu'on avait utilisé, on avait ceci. Okay. Ceci voudra dire que quoi? Que nous avons M1 au carré V1 au carré, ça nous donne M1 EU. Okay. Donc, M1 V1 de la racine carrée de EU M1. La même chose s'applique hein, à M2. Donc, vous avez M2 V2. Ça va vous donner racine carrée de EU M2. Donc, simplement, ça veut dire que F1, F2, ça va me donner quoi? On peut faire sortir cette racine carrée là. Donc, ça va vous donner, donc je vais faire entrer le 2. Donc, ça fait 2. Ça fait racine carrée. 2 racines carrées de EU, okay, divisé par E, B, facteur maintenant de racine carrée de M2. Donc, racine carrée de M. Donc, voilà, c'est ça, hein, c'est l'expression. Vous pouvez vous arrêter ici. Je pense que c'est complet comme formule. Donc, nous avons l'expression maintenant de la distance F1 et F2. Et voici la fin du problème numéro 1. Donc, c'est l'étude du mouvement d'un champ, des particules dans le champ E, et puis après, on est parti dans le champ B. Et ce que je dis, ces problèmes, ce sont des problèmes standards de terminal qu'on vous donne souvent. Et la méthode de résolution, en général, c'est standard. C'est la plupart de tout ce que j'ai dit ici. Donc, sur ce, si vous avez des questions sur le problème, n'hésitez pas à laisser les questions. Et puis, je vais essayer d'y répondre. OK. Donc, voilà. Avec ça, maintenant, nous allons continuer. Nous allons voir le problème numéro 2. Okay. Donc, le problème numéro 2, c'est ce problème qui est ici. Donc, exercice numéro 2. Qu'on va discuter rapidement, parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Dans l'étude stroboscopique d'un mouvement, ok. Maintenant, je vous conseille surtout de réviser l'étude des mouvements oscillatoires sur toutes les ondes et l'effet stroboscopique. Quand on les observe à l'aide d'un stroboscope, ce qui se passe en fait. Maintenant,
Il y a quelques petits trucs que je vais vous dire ici. Mais ça ne résume pas tout. Il faudra que vous allez lire un peu plus pour pouvoir approfondir, pour pouvoir être sûr que vous avez la totalité des notions. D'abord, c'est quoi le stroboscope? Stroboscope. C'est un appareil électronique. OK. Électronique. Électronique. En fait, qui émet des éclairs. Des éclairs. Éclairs, un éclair. Voilà. Qui émet des éclairs euh, à des temps égaux. Je dis des temps égaux ici. À égaux TE. OK. Donc, on va appeler TE, et c'est égal à 1 sur une certaine fréquence, NE. Okay. Et cette fréquence est réglable. Maintenant, c'est quoi le rôle, en fait, de l'appareil? L'appareil, ça permet d'étudier, donc, ce stroboscope, en général, ça permet d'étudier, étude des mouvements, périodiques très rapides. Donc, lorsque vous avez un mouvement périodique très rapide, euh, qui est, que c'est difficile d'observer, en fait, de voir comment le mouvement se déroule à l'œil ordinaire. Vous pouvez regarder ça sous un stroboscope et ce que ça fait, en fait, ça va vous donner, ça vous permettra de créer des ralentis, en fait, fictifs du mouvement. Ce n'est pas réel, en fait, c'est des mouvements apparents, mais ça vous permet quand même d'observer le mouvement périodique très rapide là, sous ces formes-là. OK. Donc, cet appareil, ça permet en fait d'étudier les mouvements périodiques très rapides. Donc, vous avez des mouvements périodiques qui se déroulent de façon très rapide. Vous l'éclairez sous un stroboscope et vous réglez en fait par réglage de la fréquence du stroboscope. Le mouvement peut vous apparaître immobile, OK, ou bien un peu ralenti en avant ou ralenti en arrière. Donc voilà simplement c'est ce que c'est qu'un stroboscope et c'est l'une des utilisations, on l'utilise en général pour ça, pour faire paraître un mouvement ralenti. Donc je vais vous donner un exemple tout simple. Avant qu'on ne traite le problème, je suis en train de faire ici un récapitulatif. En fait. Donc le récapitulatif, j'ai dit ça émet des éclairs, donc vous envoyez en fait des éclairs à des temps précis qu'on appelle TE. Et TE, en fait, c'est la période du stroboscope. Et cette période est reliée à une certaine fréquence du stroboscope qui n'est rien que aussi bien, on peut appeler ça la vitesse angulaire. Donc, TE égale à 1 divisé par NE. Okay. Donc, c'est le nombre d'éclairs par unité de temps. Maintenant, on va prendre un exemple. Supposons que vous avez une roue. Okay. Un truc comme ça, un truc circulaire. Une roue, bien un rayon, bien un disque si vous voulez. Qui tourne en fait autour d'un axe de rotation. Et puis, sur ça, vous avez un objet, mais vous avez une tâche. C'est-à-dire, vous avez une tâche quelque part ici, qui se situe à une position bien définie. Donc, je vais faire ça. Ça, c'est la position, en fait, de la tâche sur votre roue bien. On va utiliser une roue ici, puisque l'exercice parle d'une roue. OK. Ou bien d'un disque. Et puis, ceci, la roue est en train de tourner. Si la roue est en train de tourner, c'est ce que vous aurez déjà fait une fois ce genre d'expérience dans votre vie. Si la roue est en train de tourner très vite, vous n'allez pas observer ceci. Ça apparaît comme flou en fait. Ça apparaît comme un truc continu. Donc vous ne pouvez pas exactement localiser ce point-ci sur la roue. Maintenant, à l'aide d'un stroboscope, vous pouvez en fait, ce que vous allez faire, vous pouvez immobiliser le mouvement. Vous pouvez faire de telle sorte que le mouvement va apparaître immobile. Ou bien vous pouvez faire que le mouvement va apparaître un peu au ralenti dans le sens du mouvement, mais au ralenti dans le sens opposé du mouvement. Maintenant, comment faire ça? Il suffit simplement, donc la roue est en train de tourner, la roue aura une certaine fréquence que je vais appeler N,
et aura une certaine période t. Et bien sûr, là, c'est la même relation, vous avez t qui est égal à 1 sur n. OK. Le truc, c'est que ces deux variables sont définies par la roue, mais vous avez la possibilité de changer, en fait, la fréquence ou la période de votre stroboscope. Et c'est en changeant ça que vous allez maintenant faire apparaître peut-être le mouvement ici immobile, ou un peu ralenti en avant, ou bien ralenti un peu en avant. Maintenant, comment vous allez voir ce mouvement-là immobile? Ce mouvement va apparaître immobile si, parce que le stroboscope envoie des éclairs. À chaque éclair, vous allez voir, donc au premier éclair, vous voyez le point ici. OK. Ça va apparaître immobile si au deuxième éclair, la roue a déjà effectué un tour complet et encore à la même position. Donc, au moment où vous envoyez la deuxième éclair, la roue est encore là. OK. Donc, ce qui fait que vous ne voyez pas le changement, vous ne constatez pas que ça a déjà fait un tour. C'est que dans votre illusion, c'est comme si c'est toujours la même position. Donc, la deuxième possibilité aussi, c'est que quoi? C'est que peut-être la roue effectue un certain nombre entier de tours au moment où vous envoyez votre deuxième éclair. Donc, ceci, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, on écrit ceci. Donc, vous avez la période TE, ça vous donne un certain K pour la période T. Et K, c'est un nombre entier. K entier est élément de grand N star. Donc, simplement, ça veut dire que votre période, la période sur laquelle vous réglez votre stroboscope est égale à un certain nombre entier K de la période de la roue. Ceci voudra dire que pendant une période de votre stroboscope, la roue aurait déjà effectué un certain K tour. Ce qui fait que dans votre tête, en fait, c'est comme si ce point-là ne bouge pas. Donc, pas d'immobilité apparente. Donc, si vous avez une certaine immobilité apparente. Et gardez bien le mot bien. C'est ça qu'on appelle en fait immobilité apparente. Donc, on a ça, ou bien vous avez NE, N égale à K, NE. Les deux relations là, c'est la même chose, puisque la période, c'est l'inverse. Donc, si vous avez TE égale à K, T, ça veut dire que N égale à KNE, ou bien, je vais écrire ça pour que ça soit un peu consistant. Je vais écrire NE ici, ça fait N divisé par K. Et rappelez-vous que K est un nombre entier. Ceci voudra dire que quoi? Donc, K, je veux dire K, c'est 1, 2, 3, comme ça. Donc, si on vous demande, par exemple, quelle est la plus grande fréquence sur laquelle il faut régler le stroboscope pour qu'on ait une immobilité apparente, c'est directement la fréquence, c'est la même chose que la fréquence de votre roue ici. Et ceci nous permet, en fait, de répondre déjà. Bon, à la première question, j'ai déjà répondu à ça. Hein. On dit on observe une roue parfaite immobile parce que la fréquence des éclairs donne ça 150, 33. Expliquez le phénomène. C'est ce que j'explique en fait. Le phénomène, ce qui se passe, c'est que pendant une période, en fait, entre deux éclairs, ok, entre deux éclairs de votre stroboscope, la roue a déjà effectué un certain nombre P de tours, ce qui fait que les points de la roue apparaissent toujours immobiles. Ok. Et ceci, de telle sorte que TE, en fait, la période du stroboscope est égale à K fois T, ce qui fait que vous ne constatez pas un mouvement. Mais c'est une immobilité apparente. En réalité, la roue est en train de tourner. Rien n'est immobile, en fait. Les choses tournent. C'est parce que, avant que vous n'envoyez deux flashs, c'est que la roue a déjà fait des quarts tours complets, en fait. C'est ce qu'on a, en fait. C'est ce qui permet l'explication du phénomène de l'immobilité apparente, là. C'est un peu ça. Mais non. On nous a pas donné, on nous a donné la fréquence des éclairs 150 et autres. Vous pouvez déjà constater, c'est comme si vous avez 100 divisé par 1, 100 divisé par 2, vous avez 100 divisé par 3, 100 divisé par 3, en fait, c'est 33,33, mais approximativement, il a 33 fréquences. Donc, déjà, ici, vous pouvez voir hein, que le N, là, notre N ici, en fait, ça fait 100. Mais c'est une affirmation, c'est pas vraiment clair à partir du problème, mais c'est déjà une affirmation, parce que quelqu'un d'autre peut me dire, en fait, que ce 100 qu'on a,
Vous pouvez diviser ces 200 divisé par 2, par exemple. Et puis après, vous avez 50 qui fait 200 divisé par 4, ainsi de suite. Mais du problème, vous pouvez déjà deviner, en fait, un peu cette conjecture-là. Donc voilà, la première question, explication du problème, c'est ce que j'ai dit, c'est parce qu'on a une période la période du stroboscope est égale à un certain quart fois la période de la roue, ou peut-être la fréquence du stroboscope est égale à la fréquence de la roue divisée par quart, et on obtient l'immobilité apparente parce que pendant une période du stroboscope, la roue, en fait, les points de la roue ont déjà effectué quart tour, ce qui fait que les points apparaissent toujours au même point. Donc, on a déjà quart tour complet. Donc voilà ce qui explique l'immobilité apparente. La deuxième question dit, calculer en tours par minute la vitesse de la rotation de la roue, sachant que NE égale à 100 Hz, c'est la fréquence la plus élevée permettant l'immobilité. Et c'est ce que j'explique en fait. On dit que NE égale à 100 Hz, c'est la fréquence la plus élevée. Et rappelez-vous, j'ai dit la fréquence la plus élevée permettant l'immobilité apparente, c'est N, c'est la fréquence de la roue. Donc la fréquence de la roue ici, dans notre cas, c'est 100 Hz. Et rappelez-vous, on nous a dit de calculer ça en tours par minute. Hertz, c'est le nombre de tours par seconde. Donc ici, on va simplement dire, ça fait 100. Okay. Le nombre de tours, donc 100 fois tours par seconde. La seconde, une seconde, c'est 1 divisé par 60 minutes. Donc tout ceci, ça va vous donner quoi? 60 va donc ça fait 6000 tours par minute. Donc ça, c'est la vitesse de rotation de la roue, ça. Okay. La vitesse de rotation de la roue, ça fait 6000 tours par minute. J'espère que ceci est clair. Hein, donc, ça peut paraître un peu brouillon ce que je suis en train de faire, mais les idées essentielles sont là. Je vais d'abord expliquer un peu stroboscope, je vais vous donner quelques formules. Et après, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train d'appliquer simplement à la formule. OK? Maintenant, la deuxième question maintenant. La question qui suit. Dans la deuxième question, ou la dernière question plutôt, on dit quelle est la vitesse apparente de la roue si la fréquence des éclairs, voilà. Donc, numéro 3, on donne la fréquence des éclairs, qui nous donne 101. Donc, ça nous donne 101. OK. Ça, c'est la fréquence des éclairs. Et puis, la fréquence de la roue, on a déjà vu que ça nous donne 100. Maintenant, il y a quelques cas que je vais discuter. OK. Nous allons discuter quelques cas. Puisque le seul cas que j'ai discuté ici, j'ai parlé de l'immobilité apparente. Parce que c'est en fait, c'est ce que l'exercice nous a parlé. Donc, c'est le cas dont l'exercice nous a parlé au début. OK. Dans l'immobilité apparente. Mais il y a aussi deux autres possibilités. Et une des possibilités, c'est ce qu'on vient de voir ici. Okay. Donc, il y a la deuxième possibilité. Il y a ce qu'on appelle, donc je vais mettre, il y a le mouvement apparent au ralenti. Okay. Mouvement apparent au ralenti. Donc, bien sûr, il y a le mouvement apparent qu'il faut garder ici. Donc, c'est juste un mouvement apparent, c'est pas réel. C'est un mouvement apparent au ralenti. Et pourquoi on a ce mouvement apparent au ralenti? Dans quel cas on a ce mouvement apparent au ralenti? Il y a deux cas. Donc, quand vous avez NE, on a la fréquence du stroboscope un peu inférieure, légèrement inférieure. En général, c'est légèrement. Hein. Ceci voudra dire que quoi? Au niveau des périodes, c'est que vous avez la période stroboscopique qui est supérieure à la période de la roue. Donc, si vous avez votre roue, on prend la roue, je prends toujours ma roue, vous prenez un point, je vais utiliser le mot. Donc, je prends la roue, okay. Ça c'est l'axe de rotation. Maintenant,
je vais prendre un point qui est sur la roue, comme ça, cette position-là. Donc la roue, rappelez-vous que la roue est en train de tourner. Donc si nous sommes dans ce cas-là, où n est légèrement inférieur à n, bien sûr, l'exercice, on n'est pas dans ce cas, mais je vous donne ça pour que tout soit complet, en fait. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ça veut dire que la période, en fait, du stroboscope est supérieure à la période du disque. Donc, entre deux flashs, ça veut dire qu'entre deux éclairs du stroboscope, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous retrouverez dans une situation comme ça, où, donc, vous avez déjà quitté cette position-là, initialement. Puisque la période du stroboscope est plus grande, donc la roue aurait déjà effectué un tour complet, ou peut-être, si vous voulez, 4 tours complets. Donc, la roue aurait déjà, ce point qui est ici, aurait déjà quitté cette position et va déjà entamer le prochain tour. Donc, ça va se retrouver quelque part ici. Et c'est ce que vous allez voir. Donc, dans votre illusion, ce que vous voyez, vous ne voyez que ceci. Vous ne voyez que cette distance-là. Donc, dans votre tête, c'est que le point a seulement bougé. Il y a seulement cette petite rotation qui est ici, en fait. C'est ce que vous voyez. Parce que la période TE est un peu plus grande. Donc, on dit que vous voyez un mouvement. Donc, c'est comme si vous avez un mouvement au ralenti, en fait. Et c'est dans le sens réel, dans le sens du mouvement de la roue. Donc, c'est dans le même sens que dans le même sens que le sens du mouvement de la roue. Donc, mouvement ralenti, dans le sens réel. OK. J'espère que ceci est clair. Maintenant, ici, vous définissez une vitesse apparente ou une fréquence apparente qui est NA, qui n'est rien d'autre que la fréquence de la roue, moins la fréquence du stroboscope. Et dans ce cas, vous voyez que, en fait, cette fréquence-là est une fréquence positive. Et ça vous donne, en fait, la vitesse apparente aussi, hein, bien la vitesse angulaire apparente aussi. Donc, on a une vitesse apparente qui est positive parce que vous avez l'impression, en fait, que le point bouge, mais de façon lente, dans le même sens que le sens de rotation de la roue. Okay. Maintenant, il y a un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est ce que je vais représenter ici. Donc, au niveau du deuxième scénario, que vous avez maintenant NE qui est un peu supérieur, qui est légèrement supérieur à N. Ceci voudra dire que quoi? Ceci voudra dire que, en fait, ce que vous avez votre TE qui est, dans ce cas, inférieur à T. OK. Donc, dans votre illusion, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ceci. Donc, initialement, je vais copier ceci que je vais mettre ici. Initialement, vous êtes ici. Mais puisque maintenant, la période du stroboscope entre deux éclairs est plus petite que la période de la roue, qu'est-ce que vous allez constater? Donc, vous allez constater en fait, on est là, vous allez voir que vous allez observer le point maintenant quelque part ici. Parce que la roue n'aurait pas effectué un tour complet avant que vous n'envoyez le second éclair. OK. Donc, initialement, on est quelque part ici, mais quand vous l'observez lors du deuxième éclair, c'est que vous avez l'impression, en fait, que le point qui était initialement ici a reculé maintenant. C'est comme si vous avez le point en train de bouger dans cette direction-là. Donc, vous avez un mouvement au ralenti, dans le sens opposé, mais dans le sens virtuel, dans le sens opposé à la rotation de la roue. J'espère que ce que je dis ici est clair. Et maintenant, vous avez la vitesse apparence n égale à n moins ne. Vous avez une valeur qui est négative. Et on est dans ce cas, dans notre problème ici, parce qu'on nous donne une fréquence qui est légèrement supérieure, OK, à la fréquence de rotation de notre roue ici. Donc, ce que vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Si on vous demandait d'interpréter ceci, donc vous avez un mouvement ralenti dans le sens opposé, parce que la période, en fait,
du stroboscope inférieur à la période de rotation de la roue. Donc la roue n'aurait pas effectué un tour complet avant que... Et ceci se passe, même si ça doit faire un certain nombre K de tours, ça va pas toujours effectuer un tour complet avant que vous ne captez ça par le stroboscope. Donc vous aurez toujours l'impression que en fait vous êtes en train de bouger comme ça, alors que en réalité la roue est toujours en train de tourner dans le bon sens en fait. C'est toujours en mouvement. Donc ceci étant maintenant, pour répondre proprement à notre question, ok. Maintenant vous pouvez prendre ceci en valeur absolue, hein, puisqu'on nous demande dans la question 3, pour répondre à ça, on a NE qui nous donne 101 Hz. Ok, et N, on avait déterminé, c'est 100. Dans la vitesse, la fréquence apparente, c'est 1 Hz. En fait, bien sûr, dans le sens négatif. Et ceci correspond en fait à 60 tours. 60 tours par minute. Simplement. Et ça, c'est la vitesse qu'on est en train de demander. Ça sous-entend, en fait, la vitesse qu'on demande ici, ça sous-entend la vitesse angulaire, en fait. La vitesse de, oui, voilà, la vitesse de rotation. Qui n'est rien d'autre que 60 tours par. Donc voilà, voilà la fin du problème de la première partie. Okay. Donc vous avez la vitesse apparente qu'on est en train de demander. Maintenant, on va voir la deuxième partie, on dit interférence mécanique à la surface d'un liquide. Okay. Ça, je vais commencer ça ici. Donc, on dit les deux extrémités S1 et S2 d'un vibreur. Donc vous avez, on a S1. Oui. Et puis je vais mettre S2 ici. On donne la distance entre les deux. Enfin, voilà, elles sont distantes, donc la distance entre les deux, je vais appeler ça grande, c'est 6 cm. La fréquence des vibrations N, c'est 10 Hz. Et puis la célérité, on donne C qui est égal à 24 cm par seconde. Voilà, la célérité des ondes transversales à la surface de l'eau, ça vaut. Donc voilà, c'est ce qu'on nous a donné. Et maintenant, la première question, c'est de... Je vais placer ça un peu en bas. Donc ça, c'est partie de l'exercice de... Toujours 2016, hein. 2016 DS. Donc, cette vidéo, c'est un peu long, c'est une longue vidéo, mais je vous conseille quand même de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la première question, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est direct, hein. Vous avez la fréquence, on vous a donné la fréquence, on vous a donné la célérité. OK. Donc, longueur d'onde lambda. On va simplement prendre la célérité C divisé par la fréquence E. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2,4 cm. Ok, donc ça c'est la longueur d'onde. Calculez la longueur d'onde. Vous avez la célérité, vous avez la fréquence, donc vous divisez simplement, vous avez la longueur d'onde. Donc ça c'est la première question. On dit combien de franges d'amplitude maximale observe-t-on sur le segment S1 S2 si les sources sont en phase? Voilà, ça c'est intéressant. Et on peut compléter cette question en vous demandant par exemple la position de ces franges-là. Donc, franges, nombre de franges. Maximum. En fait, d'amplitude maximale. Ce que ça veut dire, en fait, puisque vous avez une source ici, S1, S2, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont produire des ondes et vous aurez des points d'interférence constructive et des points d'interférence destructive. Et on parle d'amplitude maximale lorsque l'interférence, l'interférence que vous avez, le point, en fait, représente un point d'interférence constructive, en fait. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, comment répondre à cette question? Pour répondre à ces questions, c'est qu'il faut qu'on va voir, vous allez vous rappeler hein, de ce qu'on appelle la différence de Marsden. Supposons que vous avez un point ici, par exemple, M. Si on avait un point M ici, vous voulez savoir ce qui se passe là. Donc, on va voir cette distance-là, que je vais appeler D1. On va voir cette distance-là, D2. Et la différence de marge que je vais appeler delta X, en fait, c'est, on va appeler ça D1, D2. D2 moins D1.
Et lorsque cette différence de marche là, rappelez-vous de la construction, de la condition d'interférence constructive est égale à un certain n fois lambda. Vous avez interférence constructive. Si ce n'est pas ça, si vous avez, si ça donne, donc, ça, dans ce cas, c'est l'interférence est constructive, mais si par exemple vous avez, si c'est n plus 1 demi de lambda, vous avez interférence destructive. Mais on n'est pas dans ce cas ici, parce qu'on veut en fait les flancs, les franges d'amplitude maximale. OK. Donc ce qu'on veut en fait, on veut ce delta x là, que j'ai appelé D2 moins D1. On veut en fait que ça soit égal à un certain n lambda. Ok. Maintenant, on est dans une situation un peu plus simple ici parce que on nous a bien dit, on est sur le segment S1 et S2. Donc, j'ai S1 ici. Ok. Et puis, j'ai S2. Donc, le point M est quelque part ici. Donc, on va mettre le point M ici. Donc, voilà votre distance D1. Et voilà votre distance D2. Ok. Donc, on va voir D, la différence de marche, ça fait D2 moins D1. Nous allons voir les cas extrêmes, puisque le point M doit être entre le segment S1 et S2. C'est ce que l'exercice nous a dit, on dit entre le segment, sur le segment S1 et S2. Ok. Il y a une formule du coup que vous pouvez appliquer, mais je veux quand même qu'on arrive à ça ensemble. On va voir les extrémités en fait de cette différence de marche là. Donc, un cas extrême, c'est lorsque M se retrouve en S1. Si M est en S1 ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que D2 est égal à complètement à S1, S2 et D1 est égal à 0. Donc, dans ce cas, on est en S1. Donc, en S1, on a delta x par exemple qui nous donne le D. Ça donne complètement toute la distance là en fait, puisque D2 va nous donner D. Maintenant, si on est en S2, lorsque M est en S2, ceci voudra dire que delta x, ça vous donne quoi? Ça vous donne moins D. Et c'est en fait ça, pour trouver le nombre de franges d'amplitude maximale que vous avez entre S1 et S2. Maintenant, nous allons dire que quoi? Que nous allons moins D, qui est inférieur, si vous voulez, inférieur ou égal à N lambda, qui est inférieur ou égal à D. Donc, la différence de marge peut être entre ces deux valeurs-là. Et c'est quoi ce D là? C'est moins 6 cm, qui est inférieur ou égal à 2,4 cm fois N, qui est inférieur ou égal à 6 cm. OK. Donc, vous divisez, on va diviser 6 par 2,4. Donc, 6 divisé par 2,4, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 2,5. Donc, vous avez moins 2,5 qui est inférieur ou égal à N, inférieur ou égal à 2,5. Donc, il faut compter seulement. Donc, N, rappelez-vous que N est entier. Donc, N est élément de Z. OK. Donc, N, ça peut vous donner quoi? Moins 2, moins 1, 0, 1 et puis 2. Donc, si vous comptez, donc au total, on a combien? On a 5 franges d'amplitude maximale. Si on vous demande frange d'amplitude minimale, vous faites la même chose, hein, mais au lieu de N, au lieu de lambda N, ici, vous allez utiliser N plus 1 demi de lambda, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous allez arriver pratiquement au même raisonnement, quoi. Vous suivez pratiquement le même raisonnement. Donc voilà ça simplement. Un exercice que je vous demande, un truc que je vous demande par exemple d'essayer à la maison, qui est un bon. Vous pouvez essayer de déterminer la position de ces franges-là, déterminer la position des 5 franges. Donc chacune des 5 franges, vous pouvez voir exactement là où ces franges-là se situent en fait sur le segment. Ok. Donc, ce que je veux dire, vous pouvez dire c'est à telle distance de S1, il y a telle distance de S2, il y a telle distance de S2, il y a telle distance de S1. C'est un bon exercice à faire. On va voir ça dans un autre problème, dans un autre concours. Mais ici, j'attire votre attention là-dessus. Ok.
3 maintenant, on dit de préciser l'état vibratoire du point M. Donc M tel que on dit S1M égale à 2,5 cm et S2M égale à 4,9 cm. Ce qu'il faut faire, il faut seulement prendre la différence. Rappelez-vous que j'ai dit la différence de marge, on a défini ça que comme quoi? Comme D2 moins D1. OK. Donc, nous allons voir cette différence de marge là. D2 c'est donné, D1 est donné. Donc, delta X ici, c'est égal à quoi? C'est 4,9 moins 2,4. Donc, ça vous donne 2,4 cm. 4,9 plutôt moins 2,5, ça donne 2,4, qui n'est rien d'autre que lambda. Donc, si vous voulez, c'est lambda, c'est 1 lambda. Donc, ici, on est dans le cas où n est égal à 1. Donc, ce point, c'est un point où vous avez interférence constructive, donc amplitude maximale. On a frange d'amplitude maximale. Okay. Où vous avez un point brillant, tout ce que vous voulez, hein, ou une interférence constructive. Dans le point, en fait, le point est en train de bouger, en fait. Maintenant, le second point N, donc ça c'est A. B, le second point N, on dit SN. S1N est égal à quoi? S1N, ça fait 3 cm. Et S2N, ça fait 6,6 cm. Donc, ça veut dire que delta X ici, la différence de marge, fait 3,6. Qui en fait, ça nous donne quoi? Si vous divisez par 2,4, qui est la longueur, donc 3,6 divisé par 2,4, ça vous donne 1,5. Donc, c'est comme si vous avez, ça fait 1 plus 1 demi fois lambda en fait. OK. Parce que ceci, ça vous donne 1,5. Ceci, si vous faites ça, vous donne 1,5 fois 2,4. Donc, ça fait 1 plus 1 demi fois lambda. Et vous connaissez la conclusion. Ceci, c'est pas sous cette forme. C'est pas égal à n fois lambda. C'est exactement ce que je disais pour les interférences non. Ce que je disais ici. Quand vous avez interférence destructive. Dans ce point, par exemple, à ce point en n, interférence destructive. Et c'est un point fixe, c'est un point, le point est fixe, point fixe. Ça ne bouge pas. Puisque les deux s'annulent en fait. Donc voilà la fin des exercices. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est, comme je le répète, c'est une longue vidéo. Ben, on a discuté l'exercice numéro 1. Okay. Exercice numéro 1, on a discuté. Exercice numéro 2, on a aussi discuté. Je ferai une autre vidéo où je vais discuter exercice numéro 3 et puis exercice numéro 4. Et comme je l'ai dit, ce qui est important ici, c'est les méthodes. Nous allons voir par exemple ces exercices de stroboscope, interférence à la surface d'un liquide. Nous allons rencontrer ça dans d'autres épreuves. Par exemple, nous allons voir l'épreuve de 2019 et l'épreuve de 2020, ou je pense 2021. On va revenir sur ces problèmes-là. On verra pratiquement les mêmes problèmes, donc on va appliquer les mêmes techniques. Donc, retenez les méthodes de résolution des problèmes et ça va beaucoup vous aider. Donc, à venir, ce qui vient, nous allons finir cette épreuve-là, mais aussi nous allons voir l'épreuve 2018, 2019. Les gens ont demandé est-ce que je vois ça. Je vais les regarder. Et 2021, je pense. Physique. Si vous m'avez demandé de regarder des problèmes que je n'ai pas encore regardés, ne vous inquiétez pas, je vais regarder ça. Je vais définitivement regarder ça. Et laissez-moi des questions si vous en avez. Merci et à la prochaine fois, docteur.